Alors, bonjour à tous, bienvenue dans la section 2.2 du cours numéro 8. On va regarder ensemble comment on peut combiner les idées d'objets, qui est l'idée qu'on a introduite en 2.1, et le tableau, dont on parle depuis le cours 5, afin de faire un tableau d'objets. Mais là, avant même d'entrer dans la syntaxe et comment faire ça, on va regarder pourquoi on voudrait faire ça. Alors, j'ai le site de MEC, dont on se sert depuis quelques cours déjà comme inspiration pour les démos. Et si on regarde, on a modélisé en 2.1 le chandail couche intermédiaire Rockwall ainsi que le chandail numéro 2 qui est chandail à glissière courte. Si je viens dans 2.1, la démo, couche intermédiaire et chandail à glissière courte. Et pour chacun des chandails, on s'est servi d'un objet. Chandail A, chandail B. Je reviens ici. Parfait. Maintenant, on a plusieurs chandails. Éventuellement, on pourrait en avoir plus que 4. On pourrait avoir une quantité indéterminée de chandails. Ça pourrait être 4, ça pourrait être 10, ça pourrait être 20. Et ces objets-là, ces informations-là viendraient d'une base de données. Alors, on ne saurait pas à l'avance la quantité. Et on travaille vers ça. On se servirait d'une boucle. Donc, on sait qu'une boucle, il y a moyen de rendre ça dynamique. Sans savoir combien il y a d'éléments dans un tableau, on peut le parcourir. On aurait besoin d'un mécanisme comme la boucle pour parcourir le tableau, pour afficher les informations de chacun des objets à l'intérieur. OK, bon, on va construire vers ça. Là, ce qu'on va regarder, c'est comment chacun des objets va devenir un élément dans un tableau. OK, on sait qu'un tableau nous sert à regrouper des données de même nature. Alors, si on a plusieurs chandails, chacun des chandails est de même nature. Alors, le tableau a tout à fait sa place pour regrouper ces données-là ensemble. Alors, chandail 1, chandail 2, chandail 3, chandail 4 ou A, B, C, D. Ici, on a déjà fait A et B. Alors, on va continuer. On va faire C, on va faire D et ensuite, on va les regrouper dans un tableau. Ce que je vais faire dans 2.2, démo, je vais créer ici un fichier que je vais appeler index.html. Je vais aussi créer un fichier que je vais appeler app.js. Je vais prendre ce que j'avais dans app.js de 2.1, je vais le coller ici, je vais seulement garder la modélisation, je vais enlever les autres étapes intermédiaires. Donc j'ai le chandail A, j'ai le chandail B. Je vais aussi prendre ce que j'avais dans la démo 2.1, le index.html. Je vais le mettre ici. Je vais changer quelques petites choses. Démo 2.2, le tableau d'objets. OK. Voyons voir si tout fonctionne. Si je fais un console.log test et que j'ouvre mon fichier dans le navigateur, je vois bel et bien test à la ligne 16, ça fonctionne bien. Je vais fermer ici mon 2.1. Et on va continuer, on va faire C et D. Et là, pour les chandails C et D, il n'y a rien de nouveau comme matière. Alors, je vais aller un peu plus rapidement. Il s'agit de modéliser avec un objet. Chandail C est égal à ici, il y aura un nom, il y aura un prix et une évaluation. Le nom sera une chaîne de caractères. Je vais venir le copier ici. Troisième chandail. J'appelle ça chandail C, là, mais ça n'a pas d'importance. Le nom de la variable que je donne ici n'aura pas d'importance quand on va servir du tableau parce que le but sera de tout regrouper ça ensemble sous une même structure unifiée. Alors, nom, chandail, better sweater, le prix 169, l'évaluation 4.5. 169, évaluation 4.5, ça c'est beau. Chandail D est égal à un objet. Ici, j'oublie mon point-virgule. On aura besoin d'un nom, d'un prix, ainsi d'une évaluation. Chandail D, je le copie. Oups, j'ai mal cliqué. On recommence. Voyons. Bouton droit, copie. Ici, je vais prendre le prix de gauche. Là. Il y a un range. Okay, un range, ça serait une plage de prix. Je vais juste prendre celui de gauche. 50, 38 et 3 sur 5. Le nom, 50, 38 et 3.5. Non, juste 3. 3, parfait.
OK, je vais faire console.log de chandail C et je vais faire la même chose pour le chandail D, juste m'assurer que tout a bien fonctionné. Je vais rafraîchir ma page ici. Je vois mon chandail C. OK, ça c'est beau. Je vois mon chandail D. Parfait. Maintenant, OK, c'est là où on va combiner deux idées ensemble. On a nos 4 objets. Et on a vu au cours 5, on s'est pratiqué aussi en 6 et en 7 avec les tableaux. Je vais créer une nouvelle variable. Cette variable-là va s'appeler chandail au pluriel. C'est une convention qu'on utilise pour les tableaux. On essaie de prendre un nom au pluriel. Ici, pour définir un tableau, on sait que ça prend les crochets carrés. On sait aussi que quand on va définir un tableau, nos éléments auront un index qui sera généré pour nous et ça sera un index numérique qui débute à 0. Alors, je pourrais très bien mettre une chaîne de caractères comme premier élément. Et je pourrais faire ceci, mais il n'y a rien qui m'empêche, pour chacun des éléments, d'utiliser une structure de données plus complexe qu'une chaîne de caractères ou une valeur numérique ou une valeur booléenne. Je peux tout à fait utiliser un objet. Alors, je vais mettre le chandail A en position 0, à l'index 0. Ensuite, je vais mettre le chandail B, le chandail C et le chandail D. Alors, je me pose la question, est-ce que mon utilisation du tableau a du sens? Est-ce que je l'utilise pour les bonnes raisons? Et un tableau nous permet de regrouper des données de même nature. Alors, est-ce qu'ici, j'ai des éléments qui sont de même nature? Et la réponse, c'est oui. J'ai des chandails. Chacun des chandails a des attributs identiques. Sa nature est la même. Je suis en train de modéliser des chandails avec les mêmes propriétés. Alors, ça a tout à fait du sens d'utiliser le tableau. Contrairement ici, si j'avais essayé de prendre un tableau pour modéliser un nom, un prix et une évaluation ensemble, ça n'aurait pas de sens parce que l'objet, lui, nous permet de regrouper des propriétés apparentées. Alors, deux idées différentes. Maintenant, j'ai mis mes 4 chandails à l'intérieur de mon tableau. Si je fais un console.log de ma variable chandail au pluriel, donc, chandail ici, qui est mon tableau, et c'est un tableau pour lequel j'ai 4 éléments. Chacun des éléments est un chandail. Regardons qu'est-ce que j'ai dans la console pour la ligne 38. Je vais aussi enlever les lignes 28 et 29. En fait, maintenant, c'est la ligne 35. Regardons dans la console. Pour la ligne 35, j'ai un tableau de 4 éléments. Si j'agrandis, chacun des éléments est un objet. Alors, si j'ouvre, exemple, l'élément à l'index 2, j'aurai mon chandail avec un nom de chandail Better Sweater, évaluation 4.5, prix 169. Est-ce que ça correspond bien à celui-ci? Okay? Parce qu'on sait qu'on commence à 0, 1, 2. Chandail C, chandail Better Sweater, 169 et 4.5. Ça correspond exactement au chandail C. Ce format-ci, cette structure de données-là qu'on appelle un tableau d'objets en JavaScript, ça peut porter des noms différents, ça peut être une collection d'objets, ça pourrait être une collection de hash, il y a plusieurs noms qu'on pourrait donner en fonction du langage, mais cette structure où on regroupe des éléments de même nature et chacun des éléments est un objet, c'est extrêmement répandu. Et on va voir pourquoi, du moins on va comprendre encore mieux pourquoi avec les cours 9, 10 et 11. Le format de base de données, dans une base de données, on a plusieurs tables. Chacune des tables contient des lignes avec des colonnes et des propriétés. Ce format-là, lorsqu'on effectue des requêtes, ça se prête très très bien à un retour pour un jeu de données qui portera un format de tableau d'objets. Alors, il y a un mapping, une relation 1 pour 1 entre la modélisation dans la base de données et ce qu'on utilise ici. Maintenant, pour vous donner quelques exemples, et d'habitude, quand le cours est enseigné en présentiel, je peux demander à des étudiants et étudiantes de me suggérer des applications de commerce électronique afin de prouver que c'est très, très répandu, là, mais je ne peux pas demander en différer votre opinion comme ça. Mais si j'ouvre Google Chrome, et là, on regarde
n'importe quelle application. Ça peut être, je ne sais pas, moi, j'allais sur Aritzia, très, très populaire. Je vais aller Clothing. Regardons ici. Qu'est-ce qu'on a? On a pour chacun des produits une image avec un titre, une petite description, un prix et d'autres informations. Alors, si je voulais modéliser ce produit-ci, j'utiliserais une structure clé-valeur. Que ce soit un objet en JavaScript, un hash en Ruby, un hashmap en Java, ça reste une structure clé-valeur. Donc, c'est quoi les clés? Ça pourrait être, moi, je ne sais pas, l'URL pour l'image, ça pourrait être le titre, ça pourrait être la description et le prix. Alors, on aurait 4 clés pour le produit. Maintenant, on aurait plusieurs produits. Alors, chacun des produits aurait la même structure clé-valeur et on regrouperait tous ces produits-là ensemble dans un tableau d'objets ou un tableau qui contient des structures clé-valeur pour chacun des éléments. Tout ça serait stocké dans une base de données. Je dis une base de données, là, c'est la grande majorité des applications web qui utilisent une base de données, mais vous pourriez utiliser un autre mécanisme de stockage, mais assumons que c'est une base de données. Alors, vous auriez des tables, chacune des lignes, et on verra ça au cours 9, 10 et 11, chacune des lignes serait un produit, et pour chacun des produits, vous auriez des propriétés dans les colonnes. Et lorsque vous feriez une requête SQL vers la base de données, il y a un jeu de données qui vous serait retourné, que vous pourriez utiliser dans le back-end comme dans le front-end. Et ce jeu de données-là porterait le format tableau d'objets ou collection d'objets. Alors, on voit ici un exemple. Maintenant, si j'ouvre Old Navy, je viens sur Old Navy, je vais aller voir, moi, je ne sais pas, là, ici, la section Women's Plus, Face Mask for the Family, que je prends n'importe quoi, je n'ai jamais ouvert le site, cette section-ci. On voit des produits, là encore, il y a une image, il y a un titre, un prix, ici pour avoir des spécifications. Donc, je me servirais d'une structure clé-valeur pour modéliser mes propriétés apparentées. Donc, il y aura un produit avec des clés différentes, et là, j'aurai une collection de ces produits-là, une collection d'objets regroupés en JavaScript sous un tableau. Même chose si je vais pour pants, okay, pour avoir ici là, des catégories. On pourrait modéliser chacune des catégories en disant okay, c'est quoi le titre de la catégorie, c'est quoi une description et c'est quoi un lien vers la catégorie. Donc, chacune des catégories est un objet, je regroupe toutes les catégories dans un tableau. Même chose pour les produits ici. Même chose à la limite pour les menus. Je peux aller sur n'importe quoi, le Sport Expert. On en fait un dernier. Je vais aller dans les accessoires, les sacs de sport. Vous voyez, OK, même chose ici. J'ai une image, un titre, une description, un prix. Ça donne que là, on a les mêmes propriétés ou des propriétés similaires d'une application à l'autre parce qu'on examine des applications de commerce électronique. Mais si je vous parlais de Facebook, d'Instagram, qui est pensé à Facebook, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme objet? On pourrait vouloir modéliser des publications. Donc, chacune des publications aurait des propriétés qui lui appartiennent. Bon, la nature de la publication, c'est quoi le texte? C'est quoi l'heure à laquelle elle a été publiée? C'est quoi la liste de personnes qui ont liké la publication? Donc, on aurait différentes propriétés. Et là, pour un utilisateur, on aurait un tableau regroupant toutes les publications, ou ça pourrait être les publications récentes. Alors, ce format-là, tableau d'objets, est extrêmement fréquent et aussi a une relation un pour un avec la base de données. Donc, je vous mets au défi okay, de devenir sensible à ce format de données-là, à essayer de penser en format de tableau d'objets lorsque vous consulterez les différentes applications web que vous utilisez. Okay. Je vais fermer les quelques exemples. Si jamais, ou même ici vous avez d'autres exemples, mais ça a été fait pour le cours. Si vous avez des questions ou vous demandez est-ce que cette application web utilise bel et bien le tableau d'objets, envoyez-moi un courriel, on pourra regarder ça ensemble. On revient ici. On a modélisé nos chandails avec des objets, on les a regroupés dans un tableau. Et là, on pourrait faire toutes sortes de choses avec notre tableau. Première chose, je pourrais vouloir accéder à un élément spécifique. Je pourrais vouloir dire, je veux juste afficher le chandail B. Et le chandail B, okay, il ne faut pas commencer à être intimidé par le fait que les éléments soient
plus complexe. Okay, chacun des éléments n'est pas une chaîne de caractères ou un nombre, c'est un chandail qui est un objet, mais ça reste que si je veux accéder à l'élément qui est ici, je me sers de son index, donc je commence à 0, ici je suis à l'index 1 pour le chandail B. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser chandail index 1. Et là, ça pourrait être tentant de dire, ah ben je vais juste utiliser la variable chandail B directement. C'est quoi la différence? La différence, c'est que lorsqu'on utilisera une base de données, vous n'aurez pas accès à ce que je vais appeler ici des variables intermédiaires. On a construit les objets individuellement avant de les regrouper. En faisant une requête, le jeu de données qui serait retourné serait directement le tableau. Alors, il faut se pratiquer, il faut comprendre comment utiliser le tableau et un index. Alors, si je fais console.log de chandail de 1, je vais désactiver ma ligne 35. Regardons ce qui se passe pour la ligne 37. La ligne 37, je reçois bel et bien mon chandail B, celui avec une évaluation de 5, glissière courte, prix 125. Okay, c'est ce qu'on avait ici. Si maintenant je veux, et là bien évidemment la logique est la même, ça peut être pour le chandail à l'index 3 on aurait le chandail D, etc. Si je veux afficher spécifiquement le nom du chandail B, je vais me servir de 2 braquettes carrées consécutives. Et on peut voir ça comme une structure à 2 dimensions. Alors, la première dimension, ça sera l'index numérique. Et la deuxième dimension, ça sera la clé une fois que l'index numérique nous a permis de retourner un objet. Alors, je vous montre de quoi ça a l'air. Chandail de 1. Ça, on sait ici que ça nous donne le chandail B, parce que c'est ce qui est en position 1 dans notre tableau. Et ici, je vais dire, donne-moi spécifiquement le nom. Alors, voyons pour la ligne 40, si je vois bel et bien chandail à glissière courte. Je rafraîchis. Chandail à glissière courte. Better sweater pour la ligne 40. Alors ça, c'est une syntaxe qu'il faut comprendre. On récupère l'élément à l'index 1 du tableau des chandails. Et pour cet élément-là, on va chercher ce qui est stocké pour la clé. Une clé explicite, une clé d'objet non. OK. Dernière petite chose avant de vous montrer une syntaxe alternative. Tout ce qu'on a vu s'applique encore. Alors, on a parlé de la boucle. Si j'écris une boucle, for var i est égal à 0, tant que i est plus petit que la quantité d'éléments dans chandail. Donc, ça, on sait qu'en ce moment, avec la quantité actuelle, ça vaudra 4. Donc, tant que i est plus petit que 4, et on ajoute 1 à i à chaque itération. Là, j'ai expliqué rapidement la boucle parce que c'était un des sujets principaux au cours 6. Alors, assurez-vous d'avoir bien compris la boucle. Je ne vais pas réexpliquer tout en détail ici. Si je fais console.log de chandail de i, je vais enlever ici les console.log qu'on a mis. Regardons qu'est-ce qu'on aura pour la ligne 43. Si on y pense un peu avant, on avait déjà fait ça avec des tableaux pour lesquels les éléments étaient des valeurs scalaires, donc des chaînes de caractères, des nombres ou des booléens. Mais la logique reste la même ici. Je vais avoir les valeurs 0, 1, 2 et 3 pour i, rendu à 4. Lorsque i vaudra 4, cette condition-ci ne sera plus vraie. Je vais sortir de la boucle. Donc, pour 0, 1, 2 et 3, quand je vais mettre mon i comme index, j'aurai les valeurs chandail A, chandail B, chandail C et chandail D, qui seront affichés. Parce que j'aurai chandail au pluriel de 0, de 1, de 2 et de 3 successivement. Voyons si c'est bel et bien le cas pour la ligne 43. Je rafraîchis ma page. 43, 43, 43, 43. Donc, ici, j'ai exécuté 4 fois ce qui est à l'intérieur de ma boucle, comme on l'avait prévu. Et j'ai couche intermédiaire Rockwall en premier, chandail à glissière courte, better sweater, glissière
Teslin, Tesline, je ne sais pas comment le dire. Est-ce que ça correspond? Rockwall, glissière courte, Better Sweater, glissière, Teslin, Tesline. OK. Alors, la boucle fonctionne de la même manière. Maintenant, dernière petite chose avant de m'assurer qu'on a tout couvert. Tout comme on l'a fait ici, je pourrais afficher spécifiquement le nom ou le prix du chandail I. Donc, I, c'est 0, 1, 2, 3. Et là, pour chacun des chandails, on le sait à l'avance et on a accès à une propriété nom. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des valeurs de même nature, ici même de même type. On sait que les propriétés seront les mêmes. Si j'avais donné nom, et là, ici, j'avais donné titre, et ici, j'avais dit autre chose, je n'aurais pas une garantie que nom est accessible lorsque je vais vouloir dynamiquement accéder au nom du chandail I. Alors, vous devez, lorsque vous modélisez des données à la main comme ça, vous assurer d'avoir exactement les mêmes propriétés. Et tout ça, quand on aura une base de données, sera fait pour vous parce que la clé correspondra au titre de la colonne. Alors, la requête SQL se chargera pour vous de créer la structure finale de données. OK. Voyons voir si pour 43, j'ai bel et bien le nom de mes 4 chandails. Je rafraîchis la page. Couche intermédiaire, chandail à glissière courte, chandail Better Sweater, chandail à glissière test. Excellent. Alors, on voit que ça fonctionne bien. Maintenant, OK, 2 choses que j'aimerais préciser. La première chose, c'est que quand je fais ce type de manipulation-ci, chandail I de nom, pour l'instant, je fais juste des console log avec. OK, je fais console log. Et ce qui se passe, c'est que la valeur est récupérée et là, la valeur est mise dans le console log. Et je pourrais faire autre chose qu'un console log. Là. Bien évidemment, je pourrais me servir de ceci pour, je ne sais pas moi, dire if chandail de I de prix est plus petit que 100. Et là, afficher le nom. Je pourrais tout à fait faire ce type de manipulation-là. Je ne suis pas restreint à utiliser mes valeurs dans un console log. Je peux accéder à mes valeurs pour faire autre chose comme une comparaison. Je pourrais faire de la concaténation avec ces valeurs-là. Je pourrais prendre la valeur, l'assigner dans une variable temporaire. Alors, je vous montre comment accéder à la valeur pour une clé numérique et une clé, je dirais, explicite d'objet. Mais ne pensez pas que la seule chose que vous pouvez faire avec ça, c'est un console.log. L'accès vous permet de faire ce que vous souhaitez. Regardons ici qu'est-ce qu'on aurait. On parcourt tous nos chandails avec une boucle. Si le chandail en position I, alors I0, 1, 2, 3, si son prix est plus petit que 100, j'afficherai le nom du chandail. Alors, ici, c'est un mécanisme de filtre. Comme on en a parlé au cours 6, section 2, 2.4, la condition dans la boucle, même idée. Alors, quels chandails ont un prix inférieur à 100 $? La couche intermédiaire a un prix inférieur à 100 et le chandail à glissière. Si je sauvegarde, je viens rafraîchir, chandail intermédiaire, chandail à glissière. Si j'inversais ici la comparaison et que je disais si le prix du chandail I est plus grand ou égal à 100, là j'aurais chandail à glissière courte Better Sweater et Better Sweater de Patagonia. Je rafraîchis. Chandail à glissière courte Better Sweater de Patagonia. OK, alors tout ce qu'on a vu dans les cours antérieurs s'applique encore. C'est juste qu'ici, on a une structure à 2 dimensions. C'est un peu plus difficile pour la compréhension. Alors, prenez le temps de vous pratiquer là, unitairement avant de tout combiner, mais je tenais à vous montrer que ça fonctionne de la même façon. Alors ça, c'était la première remarque qui était longue sur le fait qu'on peut accéder aux données pour autre chose qu'un console.log et qu'on peut assembler les idées ensemble. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que l'utilisation des variables intermédiaires, non seulement avec les bases de données, n'existera pas, mais en JavaScript, vous pouvez également sauter cette étape-là si vous êtes confortable. Et vraiment, j'insiste, si vous êtes confortable. Alors, je pourrais très bien définir
mon tableau. Ça, je vais le garder pour l'instant, là. On va remettre ça après. Je pourrais très bien définir mon tableau en disant var chandail au pluriel est égal à un objet. Je vais copier-coller pour sauver du temps. À un objet ici en position 1. Je vais augmenter l'indentation. Ensuite, en position 2, j'aurai un autre objet, et etc. Évidemment, il ne faudrait pas mettre des 3 petits points, là, mais ici, mon premier élément serait un objet, une structure clé-valeur. Je sépare chacun de mes éléments avec une virgule. Mon deuxième élément serait un objet, sépare avec une virgule, etc. Alors ça, c'est la syntaxe sans variable intermédiaire. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes confortable. Je vous dirais que dans le cadre du cours, ça va vous aider, ou du moins pour les premières fois, de modéliser vos objets indépendamment ou individuellement et ensuite les combiner grâce à une variable qui contient le tableau. À vous de voir. Je vais mettre ceci en commentaire. Je vais remettre le tableau ici. Allons voir notre description. Ça, c'est fait. OK. Oui, OK. Quelque chose que j'aurais peut-être dû aussi mentionner plus tôt, c'est cette idée-là d'avoir une structure de données à 2 dimensions, OK, donc plusieurs items avec plusieurs propriétés. Au cours 6, on s'était servi d'une astuce avec les tableaux parallèles et on avait déjà réussi à accomplir cette tâche-là. Okay, les tableaux parallèles nous avaient permis d'avoir plusieurs tableaux, un tableau de nom, un tableau de prix, un tableau d'évaluation, et de mettre en relation les données grâce à un index commun. Il n'y a rien comme une image, alors je vais venir ici. Donc ça, c'était l'approche des tableaux parallèles. Au lieu d'avoir un tableau avec plusieurs objets à l'intérieur, on avait plusieurs tableaux et la création artificielle de notre objet, okay, l'astuce qu'on utilisait pour modéliser nos données apparentées, c'était de nous servir d'un index commun, exemple l'index 2, pour mettre en relation ces données-là. Alors on venait, je dirais, comme artificiellement modéliser des données apparentées en nous servant du même index sur plusieurs tableaux différents. C'est loin d'être optimal. Okay? Une des raisons, c'est qu'on veut être le plus expressif possible quand on programme. On veut que ça soit le plus clair. Et là, notre modélisation n'est pas explicite. On n'est pas en train de regrouper ensemble dans une entité des données qui devraient être regroupées. L'approche des tableaux parallèles fonctionne non optimale. Ce qu'on vient de présenter, c'est un peu l'inverse d'un point de vue dimensionnel que l'approche des tableaux parallèles. On regroupe en premier lieu, notre premier ordre de regroupement, c'est l'objet. Donc ça pourrait être chandail à glissière, qui serait le titre, son prix, son évaluation. Et ensuite, on met ces objets-là dans un seul tableau qui va contenir des éléments de même nature. Mais on avait quand même été capable d'y arriver. Alors, je tenais à le mentionner, là, on a fait un pas en arrière pour faire 2 pas en avant après ça. Ça, c'est dit. On a parlé du fait que c'est extrêmement répandu et flexible comme modélisation. On a modélisé les chandails C et D, ou 3 et 4, là, peu importe le nom. On a regroupé les chandails sous une même structure, on les a affichés. On a affiché un élément à la fois, juste son nom, son prix. Je vous ai parlé ici de la structure sans les variables intermédiaires. Parfait. Et là, j'ai même parlé un petit peu plus que prévu. J'ai montré l'exemple de la boucle et l'exemple de la boucle avec une condition. Alors, ça fait le tour de 2.2 pour tout ce qui est démo et théorie. Si on regarde les diapos, ça j'en ai parlé. OK, le tableau d'objets. D'un point de vue schématisé, on l'a à droite. Okay, donc, chacun des éléments est un chandail. On a les index 0, 1, 2 et 3. Et ensuite, on peut aller chercher les valeurs ou les données grâce aux clés des objets. Ça, c'est beau, c'est la syntaxe, ça, c'est un résumé. Quelques remarques, c'est un peu l'opposé des tableaux parallèles, c'est ce que j'ai dit tantôt. Le premier niveau de regroupement pour les tableaux parallèles, c'est le tableau. Okay? Contrairement au tableau d'objets, le premier niveau de regroupement,
c'est l'objet pour mettre ensemble les données apparentées. Et le deuxième niveau, c'est de les mettre ensemble dans un tableau. Donc, c'est un peu, je dirais c'est un peu l'opposé. Ça, on en a parlé tantôt. Point 3, que je ne vais pas le démontrer, mais la syntaxe for of s'applique très, très bien au tableau d'objets. Donc, quand vous allez vous servir du for of, si vous le souhaitez, chacun des éléments récupérés sera un objet. Donc, vous n'aurez pas besoin là, de faire la manipulation avec chandail de i si vous utilisez for of. Je reviens au diapo. OK, ça ici, là, on ne fera pas la démo vu que c'est à distance en mode asynchrone, mais je vous encourage fortement, comme je le mets ici, là, je vous encourage fortement à essayer de penser à ça de manière consciente quand vous allez consulter des applications web de commerce électronique ou même en général. C'est à votre tour, c'est le temps de l'exercice. Alors comme d'habitude, je mets la vidéo sur pause, je vais préparer les fichiers et on se revoit pour la solution. Assurez-vous de maximiser votre apprentissage, alors essayez vraiment de vous rendre le plus loin possible. Okay, merci, on se voit tantôt. Super, alors allons-y pour la solution à l'exercice. J'ai copié-collé le code de début. Ça se peut très bien qu'au moment de votre écoute, ce que vous allez voir comme recette soit différent, mais l'idée reste la même. Ce qu'on va démontrer demeure identique d'un point de vue conceptuel. Alors, j'ai ma description, j'ai mon fichier de départ app.js, j'ai aussi ouvert mon index.html dans mon navigateur ici. Je vais juste faire un console.log de test ABC, sauvegarder, je vois bel et bien test ABC. OK. Télécharger les fichiers de départ. Notre point de départ correspond à la modélisation des deux premières recettes. Parfait, c'est fait. C'est ce qu'on a fait grosso modo en 2.1, mais sans les étapes intermédiaires, sans les consoles.log, juste la modélisation. Étape 2, modéliser deux autres recettes sous la forme d'objets. J'ai un lien aussi pour chocolat favori. Donnez-moi une petite seconde. Ça, c'est beau. Je viens sur chocolat favori. Alors, on va faire cupcakes, biscuits et crème, et on va faire les barres s'mores. Donc, var recette C. Et comme vous comprenez sûrement rendu à cette étape-ci, le nom exact des variables intermédiaires n'a pas vraiment d'importance parce que le but sera de mettre toutes ces variables-là ensemble dans un tableau d'objets. Alors, si vous mettez un underscore, pas d'underscore, si vous mettez A majuscule, A minuscule, que tout ça, ça n'a pas d'importance dans le cadre des variables intermédiaires. Recette C, je vais tout de suite mettre mes propriétés. Titre, j'aurai besoin d'une description, j'aurai besoin d'un URL. Pour le titre, je le garde en majuscule parce que je suis paresseux. Cupcake, c'est beau. Description, je mets ici aussi URL, je clique sur le lien avec commande pour ouvrir dans un nouvel onglet, ça serait CTRL sur un PC. Je colle ici. Var recette D est égal. Je sais que ça va être la même chose, je pourrais quasiment copier-coller mon objet précédent pour sauver du temps. Je l'écris quand même au complet. Et URL. Ça, on n'en a plus besoin. Je vais coller ici mon titre. Ah, j'ai un guillemet simple ici. Alors, je vais me servir des guillemets doubles pour définir ma chaîne de caractères. Ça va me rendre la vie plus simple à cause de ce guillemet simple-ci. Pour la description. Bon, juste à lire la description, j'ai le goût d'en manger. Une soirée autour du feu condensée en une délicieuse barre chocolatée. Bon, ça a l'air bon. URL, j'ouvre le lien. Je vais le copier, coller ici. Je mets mon point virgule. Et je peux faire deux petits tests. Je ne me souviens pas si c'est dans les étapes. Alors, je vais juste faire des tests pour recette C et recette D. M'assurer que les lignes 30 et 31 me donnent bien mes deux objets ici. Je sauvegarde. Je rafraîchis.
Il n'y a aucune erreur, tout semble bien fonctionner. Ligne 30, ligne 31. Alors, je peux continuer avec un bon niveau de confiance. Regroupez vos 4 recettes dans un tableau et assignez-le, donc le tableau, assignez-le à une nouvelle variable nommée recette. OK, good. Je colle l'étape ici, je la mets en commentaire. Var recette au pluriel est égal à un tableau. Et dans mon tableau, j'aurai en éléments chacune des recettes. Donc, des éléments de même nature. Ma recette A, c'est virgule. Recette B, virgule. Recette C et recette D. Alors là, j'ai modélisé mon tableau qui contient des objets. Et chacun des objets est une recette. Affichez votre tableau dans la console. Prenez le temps de l'inspecter. La portion modélisation de données est très importante en programmation. Alors, le temps que vous prenez pour comprendre et bien modéliser, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. Console.log de mon tableau des recettes. Je sauvegarde, je rafraîchis. Je vois que pour la ligne 39, j'ai un tableau de 4 éléments. Si je viens cliquer sur la petite flèche, chacun des éléments est un objet. Je peux l'inspecter, regarder ses clés et les valeurs pour chacune des clés. OK, et cela pour mes 4 recettes. Je vois que ça fonctionne. Allons-y. Étape 5. Je vais copier-coller, on va le lire dans le fichier ici, app.js. OK. Je le mets en commentaire. Afficher dans la console le titre de la recette C. Et là, vous devez toujours, quand je pose ce type de question-là, vous devez toujours vous servir de la variable contenant votre tableau. Vous ne pouvez pas essayer de prendre la variable intermédiaire. Et j'ai expliqué pourquoi tantôt, parce qu'éventuellement, on va se rendre à une base de données et tout ça. Alors, vous devez vous servir du tableau contenant les éléments qui sont des recettes. Console.log, le titre de la recette C. La recette C est en 3e position, mais on sait que c'est l'index 2. Alors, j'accéderai à mes recettes, l'élément à l'index 2 grâce à la syntaxe des crochets carrés. Ensuite, je veux spécifiquement son titre. Mais il n'y a rien qui vous empêche de faire un test. Si j'affiche ma ligne 47, qu'est-ce que j'ai pour l'instant? Pour la ligne 47, j'ai tout mon objet. Mais là, je veux seulement son titre. Alors, comme on a dit tantôt, j'accède à la clé de l'objet. Donc, 2 fois des brackets carrées parce que c'est 2 dimensions. Faites attention de ne pas faire l'inverse, de ne pas mettre titre ici. Et ça serait incorrect. Recette 2, titre. Et voyons si pour la ligne 47, je vois bel et bien cupcake, biscuit et crème. Cupcake, biscuit et crème, ligne 47. Excellent. La description et l'URL de la recette D. La recette D est à l'index 3. Là, c'est correct si vous l'avez fait avec 2 consoles log différents. Moi, je le fais avec un seul console log. Description et recette de 3 de URL. Alors, j'accède à la description de la recette à la position 3, qui est ma recette D, ou plutôt à l'index 3, et j'accède à l'URL de ma recette à l'index 3, qui est encore la recette D. Voyons voir si j'ai bar s'mores et le lien vers bar s'mores. J'ai bel et bien ici la description et le lien. Ensuite, l'objet représentant la recette B. Donc là, on veut l'objet dans son entièreté. On ne veut pas une propriété de l'objet, alors on va aller récupérer la recette à l'index 1. Console.log recette à l'index 1. Voyons voir si on aura l'objet représentant la recette B, donc tout ceci, d'afficher dans la console. Quand je rafraîchis, je vois cornet de ressoufflé avec la description, le titre et son URL. Super!
OK, alors l'étape 5 est complétée. On arrive ici à l'étape 6. Je vais agrandir un peu. Parcourez votre tableau d'objets et affichez tous les titres. OK, donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait en démo. C'est un peu plus simple. Tantôt dans la démo, j'ai mis aussi une condition. Les sections 2.2 et 2.3 du cours 6 peuvent vous aider si jamais vous cherchez de l'inspiration. OK, de l'inspiration pour mettre un certain contexte, mais vous pouvez juste faire un console.log du titre, il n'y a aucun problème. Pour parcourir le tableau, on sait que ça prend une boucle. Donc, soit la boucle for ou la boucle for of, mais ici, je vais utiliser la boucle for parce que c'est celle-là qui est obligatoire dans le cadre du bloc 2 JavaScript. For var i est égal à 0. Tant que i sera plus petit que la quantité d'éléments dans mon tableau des recettes, bon, ça vaut 4 en ce moment, mais ça pourrait valoir autre chose si on ajoutait des recettes. Et après chacune des exécutions de la boucle, je vais ajouter 1 à ma variable i. Oups. OK. Ça, c'est beau. Je peux faire un console.log juste de i. Il n'y a rien qui m'empêche de faire une étape intermédiaire comme ça. M'assurer que je comprends bien qu'est-ce qui se passe à chacun des niveaux. Alors, pour la ligne 53, je devrais voir les valeurs 0, 1, 2, 3. Rendu à 4, la condition ne sera plus vraie. Alors, je vais sortir de ma boucle. Voyons voir si c'est bel et bien le cas. Pour ma ligne 53, j'ai 0, 1, 2 et 3. Maintenant, okay, on veut le titre de chacune des recettes. Mais il n'y a rien qui m'empêche encore de faire une autre étape intermédiaire. Afficher dans la console chacune des recettes okay, qui sera un objet. Je fais recette de i. Qu'est-ce que je vois maintenant dans la console pour 53? Alors 53, 53, 53, 53. Je vois chacun des éléments du tableau. En commençant par le temps des fraises, cornet de riz, cupcake, bar, s'mores. Alors, grosso modo, je vois chacun des éléments, je vois toutes mes recettes. Maintenant, je vais accéder spécifiquement à la clé titre pour chacun des éléments que j'ai récupérés. Alors ici, je devrais voir seulement les titres pour la ligne 53. Je rafraîchis ma page et mes 4 derniers affichages, le temps des fraises, cornet de riz soufflé, cupcakes et bar s'mores. C'est un petit peu plus difficile à comprendre. Vous devez vraiment analyser là, étape par étape qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai essayé de d'abord afficher le i, ensuite afficher recette de i et seulement après ça afficher recette de i de titre. Et bien évidemment, les boucles, ça doit vraiment être clair à cette étape-ci. C'est quoi i, pourquoi ça fonctionne. Et donc, posez-vous ces questions-là, écrivez-moi s'il y a des questions. Alors, voici la solution pour l'exercice en lien avec la section 2.2 du cours 8. Les diapos, OK, on a complété tout ça. La prochaine étape sera l'exercice intégrateur du bloc 2. Alors, ça va être vraiment intéressant. J'ai hâte de vous le présenter. J'ai hâte de vous montrer aussi la solution. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Merci de votre attention. On se revoit dans la prochaine capsule.